Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une étrange disparition. Celle de Marie-Hélène Audoy, une jeune femme au physique d'actrice américaine. Elle devait rejoindre Gap pour un rendez-vous professionnel, mais elle n'est jamais arrivée à destination. Malgré d'importantes recherches dans la région, ni elle, ni même sa Renault Super 5 blanche ne seront retrouvées. Avec moi, vous entendrez les voix d'Annie Audoy, la mère de Marie-Hélène, Karine Pichon, sa meilleure amie, celle de Léopold Doll, un des gendarmes en charge du dossier, les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. C'est l'histoire d'une mère qui attend sa fille depuis 33 ans. Et je ressens en moi un devoir de m'accrocher, de ne pas baisser les bras pour ma fille. Tous les jours, presque, je pense à Marie-Hélène et j'essaye de comprendre pourquoi on n'y est pas arrivé. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu lui arriver. Marie-Hélène Audoy a disparu sans laisser de traces le 21 mai 1991. Faut qu'on arrive à trouver le détail, le fil d'Ariane qui puisse nous mener jusqu'à Marie-Hélène. Et ce détail, justement, Annie, la maman, l'a trouvé il y a peu, presque par hasard. En 2021, je me suis mis à bouger des tiroirs d'un secrétaire de mon mari. J'ai vu un petit papier blanc et je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait une petite dent. Et comme sur le dessus, il y avait écrit Marie-Hélène, j'ai pris conscience que j'avais retrouvé la dent de Marie-Hélène. Ça représentait une partie du corps de ma fille. Une dent avec l'ADN de Marie-Hélène. Un indice capital qui pourrait permettre à l'enquête de faire un bond considérable. Car c'est la première fois que les enquêteurs vont pouvoir le récupérer. Ça représente un espoir de savoir et au moins de fermer une porte importante. Cet ADN va très bientôt être comparé avec celui d'un crâne, retrouvé en 2012 dans une petite commune des Alpes-Maritimes. Peut-être la conclusion d'une affaire vieille de plusieurs décennies et dont l'enquête a connu de multiples ratés. Nous allons vous raconter le combat d'une mère. On n'efface pas un enfant. Vous ne pouvez pas vivre normalement sans savoir si votre enfant est mort ou vivant. Et du terrible mystère qui entoure la disparition de sa fille. On ne la retrouvera plus, elle disparaît, sa voiture disparaît, Marie-Hélène disparaît, elle n'utilise pas sa carte bleue. Pas de téléphone, pas de caméra. Elle s'est totalement volatilisée. Plongée au cœur d'une enquête que beaucoup disent bâclée. La police, à l'époque, est assez passive. On n'a pas l'impression qu'ils mènent réellement une enquête. L'affaire Audoy est pour moi un grand gâchis au niveau de l'enquête. On ne voulait pas savoir ce qui s'était passé, on ne voulait pas arriver à ce que la vérité émerge. Il sera tour à tour question de sexe. Il apparaissait de ce fait comme étant un parfait gigolo. Et d'argent. Un riche homme d'affaires suisse qui vit dans une belle villa et qui fait du casting de photos de jeunes filles. L'histoire d'un destin brisé, d'un parcours de vie stoppé net, sans explication. Elle était heureuse, Marie-Hélène. Elle n'avait pas d'ennemis, elle avait un bel avenir qui allait se tracer devant elle. « 3 juin 1991, dans un commissariat de Nice. La police ouvre une enquête au sujet de la disparition d'une jeune fille de 22 ans, Marie-Hélène Audoy. Le travail des policiers, dans ces cas-là, c'est d'abord d'essayer de remonter son emploi du temps. Qu'est-ce qu'elle a fait le jour de sa disparition, même la veille de sa disparition, avec qui elle s'est entretenue au téléphone. Est-ce qu'il y a eu une dispute avec le petit copain, donc on doit entendre le petit copain. Bref, on entend l'entourage personnel, l'entourage professionnel, et on essaye de se faire une idée de comment elle a vécu ces dernières heures. Cela fait près de 2 semaines que la jeune femme n'a pas donné de nouvelles, chose qui ne lui ressemble pas. Elle avait des amis et elle leur téléphonait extrêmement facilement. C'était quelqu'un
à l'inverse du silence qui s'est imposé par la suite. Un silence radio depuis le mardi 21 mai 1991. Ce jour-là, la matinée est presque estivale sur la Côte d'Azur. Le festival de Cannes vient de s'achever. Le soleil brille et quelques baigneurs font même trempette. Les terrasses de café qui se remplissent, une certaine gaieté avant l'été. C'est peut-être pas l'insouciance, mais c'est le plaisir à venir de l'été. Marie-Hélène a 22 ans et demi. C'est une jeune fille magnifique, aimant la vie, qui avait de nombreux amis. Ce 21 mai, Marie-Hélène Audoy commence sa semaine de travail, qui doit l'éloigner de son domicile pour quelques jours. Vers 10 heures, elle prend le volant de sa Renault 5, quitte Cagnes-sur-Mer et roule en direction de Monaco, sa première étape. Marie-Hélène, elle est représentante en pharmacie, donc elle vend des produits pharmaceutiques dans diverses pharmacies. Et justement, ce 21 mai, elle partait pour une tournée entre Monaco, Gap et les Hautes-Alpes. La matinée de Marie-Hélène, c'est une matinée studieuse, puisqu'elle part pour une tournée pour 3 jours. C'est une journée professionnelle, habituelle. Elle avait du trajet à faire et elle voyait les pharmaciens au fur et à mesure de son trajet. Marie-Hélène a d'abord rendez-vous avec un certain René, le patron d'une pharmacie monégasque qu'elle connaît bien. Sur place, elle est accueillie par Sylvie Calabresi, la préparatrice, qui se souvient très bien de ce moment. Marie-Hélène arrive à la pharmacie vers 13h30. Mon employeur n'est pas là. Elle regarde un petit peu dans les rayons. Elle est un petit peu impatiente, bien entendu, mais sans plus. Elle n'a pas un comportement bizarre. Elle ne le sait pas encore, mais Sylvie est la dernière personne à discuter avec Marie-Hélène. Au bout d'un certain temps, elle me demande si elle peut aller écrire un mot dans le bureau de René. Bien entendu, je la laisse passer derrière. Et elle a laissé ce petit mot, bisous à la semaine prochaine, bisous Marie-Hélène. Et vers les 14 heures, elle me dit, bon, Sylvie, écoute, je vais y aller, tu diras à René que je repasse. Et voilà. Elle m'a fait un grand signe de la main, un énorme sourire comme elle en avait le secret, et elle a passé la porte et je l'ai plus jamais revue. Il est 14h30 lorsque Marie-Hélène Audoy repart, direction les Hautes-Alpes et Briançon pour la suite de sa tournée. 3 jours passent. Le mercredi soir, son compagnon a commencé à m'appeler. Le petit ami de Marie-Hélène appelle Madame Audoy pour lui indiquer que son employeur cherchait à la joindre. Au départ, Monsieur et Madame Audoy ne sont pas plus que ça inquiets, puisque, encore une fois, à l'époque, il n'y a pas de téléphone, on se donne moins de nouvelles, on peut pas tracer les gens comme aujourd'hui. Je sais même pas si le premier soir, je l'avais dit à mon mari, parce que pour moi, c'était, il n'y avait pas d'inquiétude. Elle était sur la route, voilà. Mais l'employeur de Marie-Hélène a l'habitude de parler quotidiennement avec elle lors de ses tournées. Alors il insiste, mais elle ne le rappelle toujours pas. Et ce, 3 jours durant, du jamais vu de la part de la jeune commerciale. L'inquiétude a commencé à grandir au fur et à mesure. Ce n'est que le vendredi où Monsieur et Madame Audoy commencent à appeler les hôtels où elle aurait pu s'arrêter. J'ai commencé à téléphoner à un hôtel, à Gap, un autre à Sisteron, et puis après, à la fin, à mon beau-frère à Briançon. Et personne n'avait vu Marie-Hélène. Marie-Hélène semble s'être volatilisée. L'inquiétude grandit. Les parents de la jeune femme vont voir la police de Cagnes-sur-Mer pour signaler la disparition de leur fille. Les policiers écoutent, mais ne s'alarment pas. Marie-Hélène est majeure et pourrait bien être partie de son plein gré.
C'est un peu la difficulté dans ce genre de dossier. Une enquête n'est pas immédiatement ouverte parce qu'on considère que les gens majeurs ont le droit de disparaître spontanément sans donner d'informations à leur entourage. Et par voie de conséquence, il n'y a pas ipso facto, parce que vous avez 48 heures d'absence, le branle-bas de combat judiciaire qui est mis en place. Le timing, c'est quelque chose de très important dans les affaires de disparition, et ça, je pense qu'aujourd'hui on l'apprend dans les écoles de police. C'est dans les premiers instants qu'il faut bouger. D'abord, elle peut être vivante et séquestrée, donc il y a une urgence à la retrouver. Et puis, un auteur peut comprendre à un moment donné qu'il est sur le point d'être démasqué, et même s'il est surveillé par la police, prendre la fuite. Donc voilà autant de raisons pour lesquelles il faut aller vite. Il faut prendre au sérieux une disparition. Mais pour les parents, cela ne tient pas. Marie-Hélène, elle appelait tout le monde, elle prévenait quand elle partait, elle téléphonait sans arrêt, elle avait le profil inverse d'une fugueuse. C'était une jeune femme déjà installée dans la vie. Elle avait son job, sa voiture. On ne voit pas qu'est-ce qu'elle pourrait fuir. Alors très vite, toujours sans nouvelles, la famille décide de ne pas attendre la police et passe à l'action. Elle va commencer elle-même les recherches et déployer les grands moyens. Contrairement aux enquêteurs, les parents, eux, ne veulent pas perdre une minute. Ils vont rechercher dans les parkings de la Côte d'Azur la voiture de Marie-Hélène, cette fameuse Renault 5 blanche. Il va y avoir des battues pour retrouver la voiture. Ils achètent un sonar, ils descendent dans les ravins. Madame Audois va interroger X personnes, il va y avoir des affichages dans toutes les villes de la Côte d'Azur. On va afficher la photo de Marie-Hélène avec un appel à témoins permanent. De leur côté, tout de suite, ils sont en alerte et ils font le maximum pour retrouver leur fille. Les parents de Marie-Hélène craignent avant tout un accident de voiture. Il faut dire que les routes très sinueuses de l'arrière-pays niçois sont réputées dangereuses. La famille va jusqu'à louer un hélicoptère pour faire le trajet entre Monaco et Briançon pour voir si d'aventure dans les ravins ou dans les endroits escarpés, on verrait pas ce véhicule accidenté. À un moment donné, on a vu une carcasse d'un véhicule blanc, donc l'hélicoptère est descendu jusqu'à ce qu'on arrive à voir le numéro de la voiture. Et ce n'était pas la voiture de Marie-Hélène. Et en descendant d'ailleurs de l'hélicoptère, j'ai dit, heureusement, on l'a pas retrouvée. Ça nous donne une chance peut-être de la retrouver en vie quelque part. Quand je vois toute l'énergie déployée par monsieur et madame Audois, c'est de l'admiration d'abord, un enthousiasme, une certitude de la revoir, les anime, d'où ces recherches. Ils ont le sentiment qu'il n'est pas possible qu'ils aient perdu leur enfant. L'enquête familiale ne donne rien. Et l'enquête policière, elle, ne démarre que 3 semaines plus tard. La police se penche alors sur le profil de la jeune femme. Marie-Hélène Audois est née en 1969 sur la Côte d'Azur. Elle grandit dans une famille plutôt aisée, avec ses parents, sa sœur et son petit frère. La petite fille devient une jeune femme dont tout le monde loue la grande beauté. Marie-Hélène avait des yeux pétillants, elle souriait très très facilement. C'était un être magnifique. Physiquement, c'était une très très belle fille. Tous les copains, les garçons la remarquaient. D'ailleurs, on lui demandait souvent de poser pour des photos. C'était un très joli modèle. C'est une magnifique jeune fille qui est très belle, dynamique, volontaire, qui est très entourée, beaucoup d'amis. Et parmi ses nombreux amis, il y a Karine. Les années n'ont pas effacé le souvenir de Marie-Hélène et du lien fort qui les unissait. Je m'appelle Karine Pichon et je connais Marie-Hélène depuis l'âge de mes 16 ans.
La Marie-Hélène, c'est une personne très vivante. C'est une personne avenante, joyeuse, toujours avec le sourire aux lèvres, gaie. C'est une personne qui a la joie de vivre, qui est heureuse, qui est bien dans sa peau. On a une belle jeunesse, on ne manque de rien. On va à la plage, on sort, on a toute une bande de copains. Marie-Hélène et Karine, c'était des jeunes filles modernes, qui avaient beaucoup d'amis, qui avaient une vie sociale très riche. Depuis peu, Marie-Hélène s'était installée dans un appartement de Cagnes-sur-Mer, chez son petit ami, un certain Steven. Steven se présente sur la Côte d'Azur comme un jeune homme comme Marie-Hélène en quelque sorte. Jeune, beau, séduisant, qui réussit, qui affiche pas mal d'argent, de belles voitures et qui sort souvent. C'est quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sortent ensemble, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Et comme ce garçon était extrêmement volage, ça finissait par une rupture qui durait quelques mois et puis ça reprenait. Ils sont sortis ensemble par intermittence. Et moi, ça m'inquiétait un peu, je le trouvais pas très sérieux. Steven, c'est un garçon qui plaît, il est beau gosse, il est un peu frivole, donc on lui connaît pas mal de relations, pas mal de maîtresses. Steven plaît beaucoup et multiplie les infidélités, ce qui va devenir une source de tension dans le couple. Il y avait une relation un peu houleuse dans un premier temps, mais justement par la vie commune, ou en tout cas le début de cette vie commune, il s'était engagé à s'assagir. Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, mais il s'était engagé à s'assagir. Et on se demande un peu ce qu'il fabrique avec Marie-Hélène, qui elle semble beaucoup plus rangée et disposée à mener une vie de couple. Lui, il est pas fait pour mener une vie de couple, en tout cas à cette époque-là. Dans la semaine, elle m'avait appelé plusieurs fois, notamment en pleurant, parce qu'il avait découché et qu'elle envisageait de le quitter. Et donc, moi, je lui avais dit, reviens à la maison. Et pour elle, c'était le constat d'un échec. Le dernier contact, c'était pour me dire, tout est arrangé, tout va bien, je pars en tournée. J'ai pas eu plus d'explications. Seulement, il y a un problème. Steven, le petit ami, volage, va avoir dans les premiers jours de la disparition un comportement très surprenant. J'apprends qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, ce qu'on appelle maintenant des battues, et j'apprends que ce garçon en question n'a jamais participé à ces recherches. Et c'est vrai, pour moi, ça a été quelque chose, quand j'ai appris ça, incompréhensible. Steven nous a vraiment pas aidé beaucoup. Je crois qu'il a déposé aucune affiche, ou peut-être une, mais il s'investissait pas du tout, ni dans les recherches sur le terrain, ni de faire diffuser la disparition de Marie-Hélène. Les semaines passent et les recherches continuent. La police commence son enquête et les médias s'emparent de l'affaire. Marie-Hélène est disparue le 21 mai, alors qu'elle effectuait une tournée dans les Hautes-Alpes. 800 avis de recherche ont été placardés. Moi, j'ai peur de l'accident dans les Hautes-Alpes, puisqu'on l'a vu dans les Hautes-Alpes, je pense à un enlèvement. Mais c'est un témoignage essentiel qui va permettre à la police d'en savoir un peu plus sur l'emploi du temps de la jeune femme le jour de sa disparition. On a un témoignage d'un commerçant qui tient une croissanterie sur Cagnes-sur-Mer qui dit avoir vu Marie-Hélène en début d'après-midi. Alors ça impliquerait que Marie-Hélène ne soit pas partie de Monaco vers Briançon directement, mais qu'elle soit revenue sur Cagnes-sur-Mer et qu'éventuellement elle soit repassée à son domicile. À l'époque, la presse locale fait état de ce nouveau témoignage et cite pour la première fois le nom du petit ami, Steven. Et vous allez voir que cela va avoir des conséquences quasi immédiates. J'ai appelé Steven en lui disant, il y a un renseignement et ton nom est cité dans l'article. Donc il s'est précipité chez le commerçant, un peu agressif,
Et comme la PJ était là en train de prendre l'audition du commerçant, ils en ont profité pour aller chez lui et prendre sa première déclaration. Et là, les policiers se disent, mais au fait, le petit copain, là, on l'a pas entendu, ce serait peut-être le moment de le faire. Et du coup, ils lui disent, bon, écoutez, vous allez nous suivre, on va aller chez vous, on va faire une petite perquisition chez vous, et puis on va vous entendre. Une rencontre inattendue, et voilà la police qui pénètre pour la première fois dans le domicile de Marie-Hélène et de Steven. Lors de la perquisition, on va trouver notamment des choses étonnantes. C'est des photos sur la table de nuit de la chambre à coucher, des photos d'une mannequin qui est une fréquentation du compagnon de Marie-Hélène Audois, laissant à penser que ce compagnon faisait peu de cas de la disparition de sa petite amie, puisque il mettait déjà les photos de sa maîtresse quelques jours après la disparition de la petite amie. Moi, je trouve que ça a été très léger parce que ils n'ont pas été voir ni la cave ni le garage. J'ai trouvé que c'était quand même pas approfondi. Marie-Hélène Audois a disparu avec sa voiture et on a un garage au sous-sol et il n'est pas perquisitionné. Aussi bien la voiture était dans le garage au moment de la perquisition. On ne va pas faire l'inventaire des vêtements, on ne va pas enregistrer les messages qui étaient sur le répondeur téléphonique. Tout est mal fait. Donc on va s'intéresser à l'entourage très vite, mais mollement, et de mauvaise manière. Les enquêteurs en profitent aussi pour interroger Steven, qui se prête au jeu bien volontiers. Steven avoue très vite les infidélités, mais pour autant, il fait état de cet amour qu'il avait pour Marie-Hélène. Il indiquera que le couple allait très bien, alors qu'il s'est avéré ultérieurement, et au demeurant, il l'a reconnu beaucoup plus tard, que ça n'allait pas si bien que ça. Donc il y avait matière à dispute. Lors de cette audition, Steven avoue aussi que Marie-Hélène était au courant de ses infidélités. Mais il l'assure, non, il n'a rien à voir avec la disparition de sa petite amie. Le comportement de Steven va être étonnant, une certaine décontraction, des réponses très générales, très floues. Et lui, il est parfaitement décontracté et à aucun moment les policiers le mettent en difficulté. De toute façon, ils ont pas encore la matière pour le cuisiner, comme on dit. Là, ils ont en face d'eux le compagnon de la jeune femme qui a disparu. Ils n'ont pas un suspect. Quand on lui pose la question de savoir depuis quand il vit avec Marie-Hélène, il donne une date inexacte. Quand on lui demande si il a eu des contacts le dernier jour avec Marie-Hélène, il fait des déclarations inexactes. J'admets aussi qu'il va pas être terriblement embêté. On lui demande pas son emploi du temps précis. On ne lui demandera pas ce qu'il faisait ce soir-là, on n'épluchera pas son agenda, on ne lui demandera pas ce qu'il a fait les jours suivants, les jours précédents. Et personne n'est allé vérifier véritablement ce qu'il a fait ce 21 mai 1991. Étonnamment, Steven n'est jamais inquiété par la police. Et la disparition de Marie-Hélène ne semble pas vraiment l'émouvoir. Il quitte même la région pour s'installer à Paris dans les semaines qui vont suivre la disparition. Bon, effectivement, un peu bizarre. On peut attendre autre chose dans le comportement du compagnon d'une jeune femme qui a disparu. On l'attend au cas où elle reviendrait. Ça peut vouloir dire plein de choses en réalité. Ça peut vouloir dire je m'en vais à Paris parce que je sais qu'elle ne reviendra jamais. Mais s'il sait qu'elle ne reviendra jamais, est-ce qu'il sait ce qui lui est arrivé, ou est-ce qu'il pressent qu'elle ne reviendra pas sans savoir ce qui lui est arrivé? On a le choix entre ces deux formules. Steven s'éloigne, mais son passé va le rattraper. Et c'est Annie, la mère de la disparue, qui va le découvrir lors de ses recherches. Je suis rentrée dans différentes boutiques en montrant mon affiche. Est-ce que vous avez vu cette jeune fille? Et là, à un moment donné, une dame me dit, mais, et le copain? La commerçante me dit, mais Steven, et vous savez qu'il a déjà été entendu dans une autre affaire, l'affaire de John Bert, qui était non élucidée. Ça m'a glacée. Steven a été témoin dans une autre affaire judiciaire. Une affaire de disparition, là encore, qui aurait eu lieu 9 ans avant celle de Marie-Hélène Audois. John Bert, c'est un petit garçon de 13 ans qui a disparu en 1982 alors qu'il faisait une balade en vélo.
John et Steven habitaient dans la même commune, à savoir Théoul-sur-Mer. Donc ils avaient un petit écart d'âge, mais rien d'étonnant à ce qu'ils se connaissent. Steven indiquera qu'il l'avait rencontré, indiquera avoir discuté avec lui, avoir été un des derniers témoins à l'avoir vu sur son trajet en vélo. C'est une coïncidence qui doit être extrêmement rare d'être le témoin principal dans 2 affaires de disparition. Et c'est une coïncidence qui, pour moi, aurait dû amener à des investigations. Dans l'affaire du petit John Bert, Steven a été entendu plusieurs fois, mais aucun lien entre lui et la disparition du jeune garçon ne pourra jamais être établi. Mais cette coïncidence entre ces 2 affaires de disparition va tout de même alerter les enquêteurs. Ils vont donc de nouveau convoquer Steven pour une nouvelle audition. Et lors de cet entretien, l'ex de la disparue va faire une révélation aux enquêteurs. Steven entretenait une liaison avec une femme bien plus âgée et au profil déconcertant, Evelyne. Evelyne a une agence immobilière à Cannes-sur-Mer. Steven a travaillé dans cette agence immobilière. On sait qu'ils entretenaient une relation. Cette maîtresse plus âgée était manifestement très attachée à ce jeune homme qu'elle entretenait en fait, et lui profitait des largesses de cette femme. Evelyne, c'est une relation, je dirais, de dépendance. Lui, je pense qu'il est avec elle parce qu'elle lui achète beaucoup de choses. Elle lui aurait donné de l'argent pour qu'il s'achète une voiture, une Mercedes toute neuve. On s'apercevra que, selon les dires de Steven, elle lui avait donné 500 000 francs pour être enceinte de lui. Elle l'a toujours financé quand il avait des difficultés pour rester sa maîtresse. Evelyne est aussi dépeinte par Steven comme une femme extrêmement jalouse et dont Marie-Hélène avait appris l'existence. Evelyne s'était même introduite discrètement dans l'appartement du couple. Elle était venue au domicile, la maîtresse en question. Elle avait laissé le parfum, elle avait laissé certains objets au domicile pour que Marie-Hélène se rende compte qu'elle était toujours dans le paysage de son petit ami. Et Marie-Hélène avait évidemment reproché à Steven cette incursion. Et il avait obligé Evelyne à venir faire des excuses à Marie-Hélène. Or, cette femme a accepté de s'humilier, parce que c'est une humiliation, de demander pardon à une gamine qui avait 15 ans de moins qu'elle. Et Steven, dans son audition, explique qu'elle avait de la haine envers Marie-Hélène. Alors, Evelyne serait-elle mêlée à la disparition de sa rivale, Marie-Hélène Audois? Pour les enquêteurs, cela est peu probable. D'ailleurs, Evelyne ne sera pas entendue par la police. Si moi j'étais policier, en 1991, la première chose que je ferais, c'est d'aller chercher Evelyne ou de la convoquer pour l'entendre, pour voir un petit peu la renifler, entre guillemets, voir un peu ce qu'elle a à me raconter. Et très curieusement, ça ne se fera pas comme ça, les policiers s'intéressent absolument pas à Evelyne. Inlassablement, la famille Audois mène son enquête en parallèle. Et Annie, la maman de la disparue, va jusqu'à se rendre à l'étranger pour suivre certaines pistes. Là, c'est mon voyage en Espagne, on croyait l'avoir vu. L'été 1991, et je reçois un coup de fil de un des policiers qui s'occupait du dossier en me disant il y a des témoins qui se sont présentés, d'abord à Monaco, puis à la PJ de Nice, prétendant avoir vu Marie-Hélène dans une discothèque en Espagne. Alors nous sommes tout de suite allés à la discothèque qu'on nous avait signalée. Là, j'ai trouvé des jeunes Français qui nous ont dit « Oh, mais qu'elle est belle, si elle avait été là, on l'aurait remarqué. » Cette piste espagnole ne donnera rien. Je trouve admirable cette pugnacité, cette volonté de comprendre. C'est le combat d'une vie et je pense que pour cette mère formidable, c'est aussi une façon de maintenir Marie-Hélène en vie. L'enquête patine, mais va finalement connaître un rebondissement. Une fois encore, grâce à Annie,
qui de son côté mène les investigations. Un jour, on a un coup de fil comme quoi une commerçante aurait vu Marie-Hélène dans une boutique de Jean Lépin. Avec un homme d'une 50aine d'années qui aurait payé en carte bleue. Un homme avec un fort accent étranger, très voyant, exubérant, et qui était avec 2 jeunes femmes. Il appelait une ma petite pute. Les enquêteurs vont se concentrer sur cette piste et tout faire pour retrouver l'homme en question. Car derrière ce témoignage se dessine un scénario, un enlèvement et la piste d'un réseau de prostitution. C'était les dossiers de l'époque où effectivement on pouvait avoir ces réseaux de prostitution, ces réseaux de traite des blanches qui étaient mis à jour, qui ont pu laisser imaginer que Marie-Hélène, qui avait un physique exceptionnel, pouvait avoir été entraînée et avoir été enlevée au bénéfice d'un de ces réseaux de prostitution internationale. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-Hélène Audois. Dans la seconde partie, vous allez découvrir jusqu'où la réouverture du dossier va mener les enquêteurs. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Marie-Hélène Audois, vous allez découvrir jusqu'où la réouverture du dossier va mener les enquêteurs. Avec moi, vous entendrez les voix d'Annie Audois, la mère de Marie-Hélène, Karine Pichon, sa meilleure amie, celle de Léopold Doll, un des gendarmes en charge du dossier, les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Les enquêteurs suivent la piste du ticket de carte bleue, mais ils vont mettre 3 ans avant de découvrir celui qui était présent ce jour-là et qui a procédé au paiement. L'homme est déjà bien connu sur la Côte d'Azur. Il s'agit de Daniel Messinger. Messinger est un personnage, les personnages caricaturaux de la Côte d'Azur. Daniel Messinger se présente comme un personnage dans l'immobilier qui faisait beaucoup d'affaires. Riche homme d'affaires suisse qui vit dans une belle villa et qui fait du casting de photos de jeunes filles. Ça laisse la possibilité à tous les fantasmes de l'époque. Daniel Messinger est interpellé le 1er juin 1994, 3 ans après les faits, et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Il ne dit rien savoir sur la disparition de Marie-Hélène, mais après 7 heures d'audition, il est mis en examen et écroué à la prison de Grasse. Pour Annie Audois, plus qu'un rebondissement, c'est un motif d'espoir. Quand on est parti sur la piste de la prostitution, je me suis dit Marie-Hélène serait en vie. Ce n'est pas l'avenir qu'on espère pour nos enfants. Mais ce qu'on espère, c'est la vie. Daniel Messinger va rester 6 mois en prison pour rien. Rebondissement dans l'affaire de la disparition de l'Antiboise Marie-Hélène Audois. Daniel Messinger, suspect numéro 1 dans cette affaire, vient d'obtenir la liberté. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a levé le mandat de dépôt décerné en juin à l'encontre du promoteur. L'affaire Messinger, c'est une affaire dans l'affaire. Il faudra quelques mois de détention, mais très vite, on va retrouver effectivement la fille à qui la robe avait été achetée, et il sera évident que ce n'était pas Marie-Hélène Audois, donc on libérera Messinger. Cette affaire Messinger, en tout cas pour nous aujourd'hui, avec le recul, elle représente juste une perte de temps. On s'est pas concentré sur les véritables pistes qui auraient pu aboutir, selon nous, à la manifestation de la vérité. L'affaire Messinger est un fiasco, à tel point que la police de Nice est dessaisie de l'affaire. Clairement, quand un service de police se fait dessaisir au profit de la gendarmerie, ça s'appelle un désaveu. Mais ils l'ont mérité. Aucun résultat en 5 ans. Donc c'est vrai qu'à la place du juge d'instruction, on va dire on va essayer autre chose. C'est désormais la section de recherche de la gendarmerie de Marseille qui est en charge de l'enquête, et notamment l'adjudant Léopold Doll. Je suis Monsieur Doll, l'ancien directeur d'enquête, ancien officier de police judiciaire à la section de recherche.
On se recentre de suite autour des plus proches de la victime. Dès le départ, on s'est dit il faut s'intéresser aux plus proches. Qu'est-ce qui a été fait dans ce travail ou à ce niveau-là? Lorsque la gendarmerie s'empare du dossier, elle va tout recommencer. Elle va tout recommencer de manière logique, à analyser depuis l'entourage très proche, en élargissant. C'est un peu comme l'escargot, on se concentre au plus près de la victime, et au fur et à mesure des investigations, si elles sont négatives, on élargit le cercle familial aux amis, aux voisins, aux gens de passage, aux itinérants, etc., etc. Ça n'a pas été fait dès le départ. Quand les gendarmes reprennent l'affaire, je rencontre Léopold Doll, qui est extrêmement gentil, à l'écoute, humain. Je me sens tout à fait en confiance. Cette fille-là avait un compagnon qui l'a trompée, qui avait une maîtresse qui avait un caractère un petit peu particulier, assez fort de tempérament, et on s'est dit, bon, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler, se recentrer vraiment sur la famille et justement sur son compagnon. 5 ans après la disparition de Marie-Hélène Audois, Steven et Evelyne sont pour la première fois clairement visés par l'enquête. On décide donc de s'intéresser de très près à Steven et à Evelyne par des surveillances, des filatures. Les deux sont entendus tour à tour par les enquêteurs et placés en garde à vue. Le gendarme se souvient très bien de sa première rencontre avec Evelyne. Alors, lorsqu'elle arrive, on a l'impression de voir une témoin simple arriver, assez fort de caractère. Le mode de défense d'Evelyne est agressif, se dégageant de toute responsabilité. Elle aura réponse à tout. Et on a l'impression qu'ils se dénigrent l'un et l'autre. Au même moment, Steven lui aussi est entendu, mais séparément. Evelyne était jalouse, vous voyez avec elle, c'est peut-être un accident, peut-être quelque chose, je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Donc en fait, il se renvoyait pas la balle sur la culpabilité, qui a tué qui a fait disparaître qui ou quoi, mais simplement savoir qui avait des renseignements, si c'était l'un ou l'autre qui pouvait nous renseigner. Mis sur le banc des accusés, les amants se renvoient la balle. Evelyne va même présenter un alibi. Elle affirme qu'elle était à Paris le jour de la disparition de Marie-Hélène. Seulement, les gendarmes font néanmoins une trouvaille qui va s'avérer payante. On découvre que Evelyne avait des affaires dans un garde-meuble à Nice. On organise une perquisition dans des box loués par Evelyne sous un faux nom. La perquisition de ce box, c'est un tournant majeur dans l'enquête. On va y retrouver des coupures de presse relatives à la disparition de Marie-Hélène. On va y retrouver un ticket de caisse prouvant qu'Evelyne n'était pas à Paris comme elle le disait ce jour-là. On découvre dans le garde-meuble d'Evelyne pas mal d'affaires, et notamment son agenda de l'année de la disparition. Et à la date de la disparition, la page était marquée avec des inscriptions qui nous faisaient penser qu'elle avait un rapport avec cette disparition. Pour la gendarmerie de Marseille, c'est les premiers éléments concrets en fait dans cette disparition. Les éléments à charge commencent à s'accumuler à l'encontre de la quinquagénaire. Les gendarmes épluchent aussi les comptes d'Evelyne et constatent d'importants retraits d'argent au moment de la disparition. Lorsqu'on lui a demandé une première fois les raisons de cet argent en espèces qu'elle sort de ses comptes, elle nous avoue les avoir donnés à des gitans. Soi-disant, ces gitans la faisaient chanter sur sa relation avec Steven. Voilà. Mais et là où ça nous a conforté un peu plus dans le rôle d'Evelyne dans cette disparition inquiétante, c'est qu'on entend le mari un peu plus tard, et le mari nous dit « mais c'est pas possible, on est séparés depuis plus de 6 mois, tout Saint-Laurent-du-Var sait que je suis cocu, moi le premier, donc je vois pas l'intérêt de payer 200 000 francs à des gitans pour les faire taire, c'est pas possible, tout le monde est au courant. » L'étau se resserre, et un événement va une nouvelle fois placer Evelyne au cœur de l'enquête. Quelques semaines après, ce garde-meuble a été détruit par un incendie. Est-ce qu'on a tout vu dans le garde-meuble, dans le box? Je sais pas. Peut-être qu'on a loupé quelque chose. Toujours est-il que ça nous a quand même conforté dans les soupçons que l'on avait. Ce garde-meuble qui brûle quelques jours après notre passage. C'est quand même incroyable.
Malgré l'incendie, les soupçons pèsent toujours sur Evelyne et Steven, qui sont entendus à plusieurs reprises par les enquêteurs. Et là, on sent clairement que les gendarmes ont ciblé Evelyne et Steven et ils se concentrent sur ces deux-là. Les deux suspects tiennent bon, notamment en abattant une carte efficace, celle de la perte de mémoire. Il faut dire qu'on est maintenant plusieurs années après les faits. Steven est bousculé par les gendarmes, mais le mode de défense de Steven, c'est de ne jamais répondre frontalement aux questions. Ils ont le temps qui a joué pour eux, et ils ont la possibilité de dire qu'ils ne se souviennent plus de rien. Donc il est très difficile de les embêter réellement. Qu'à cela ne tienne, les gendarmes comptent mettre maintenant la pression sur leurs deux suspects en leur signifiant leur garde à vue. Mais ils vont jouer de malchance. On a ciblé enfin des suspects. Le problème, c'est qu'en France, la loi prévoit que la garde à vue peut durer au maximum 48 heures. Et même si on entend à plusieurs reprises, sous le régime de la garde à vue, des individus, ça remet pas le compteur à zéro. Donc, entre la police judiciaire et les différentes interventions de police et de gendarmerie, il y a une grande partie de la garde à vue qui avait été, comme on dit, bouffée. Ce qui fait qu'au moment où ils ont vraiment des questions sérieuses à poser aux suspects, ils n'ont pas le temps matériel de le faire. Donc c'est un échec. Si on avait eu plusieurs heures de garde à vue, on serait allé beaucoup plus dans le détail des éléments que nous possédions. Hein. Les gendarmes sont contraints de relâcher Steven et Evelyne, qui repartent libres. La gendarmerie fera un énorme travail, mais un travail avec 5 ans de retard, avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer avec la disparition de preuves. On sait aujourd'hui, avec les moyens nouveaux, les moyens techniques, que les preuves, il faut les exploiter très vite, et les témoignages en sont aussi, mais quand les témoignages viennent si tard, il est très difficile d'obtenir de bons résultats. C'est une des affaires qui m'aura plus marqué. J'ai passé 16 années, même en section de recherche. Des affaires criminelles, j'en ai traité de nombreuses, et je crois que c'est une des celles qui m'a le plus marqué. J'aurais bien voulu avoir ce dossier, je pense, au tout départ, au jour de la disparition inquiétante. J'aurais aimé être le premier service saisi. Chez les Audois, la déception est immense. C'est une énième désillusion dans une famille qui ne se remet pas de la disparition de l'un de ses membres. Le quotidien chez les Audois, c'est le quotidien de beaucoup de familles dont un enfant ou un être cher a disparu. C'est-à-dire, vous êtes toujours entre l'espoir et le désespoir. On a d'autres enfants, la famille n'est pas composée que d'une personne, donc on essaye de lui garder une vie le plus normale que l'on puisse. Mais c'est vrai que ce sont des familles et des vies très bouleversées, complètement chamboulées, parce que vous ne pouvez pas vivre normalement sans savoir si votre enfant est mort ou vivant. Sans autre piste sérieuse, l'enquête n'avance pas. Mais Annie Audois et son mari Jacques ne sont pas du genre à abandonner. Année après année, le couple réactive le dossier et sollicite les médias, comme ici en 1999. On comprend pas pourquoi depuis 8 ans elle est appelée personne. Il y a eu ce silence. Je suis persuadé qu'on a assassiné ma fille. Pendant toutes ces années, je me suis démenée pour essayer de trouver quelque chose à faire, quelque chose à vérifier. On a demandé de revérifier les témoignages, les dires, les coïncidences par rapport à d'autres personnes qui avaient disparu sur la Côte d'Azur, où des suspects pouvaient se croiser. Mais j'essayais surtout de ne pas désespérer et d'essayer de continuer à rechercher Marie-Hélène. Elle est admirable. Elle a un courage illimité. Elle recherche, elle fait son enquête pour pouvoir fermer la porte. Elle ne veut pas laisser ses 2 autres enfants avec le fardeau de ne jamais savoir ce qu'il est arrivé à leur sœur. Pendant 10 années,
Annie mène son combat à deux avec son mari. Mais en 2011, Jacques tombe malade. Le message que je voudrais laisser et dire à celui qui sait, parce qu'il y a quelqu'un qui sait, avant de partir, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Et où est ma fille? Jacques nous a quittés en 2011 et ses derniers mots ont été pour Marie-Hélène. Sans nouveaux éléments, l'affaire de la disparition de Marie-Hélène est close par la justice en 2013, au grand désespoir évidemment de sa famille. La justice estime avoir fait tous les actes qu'elle pouvait faire dans ce dossier sans que des charges suffisantes puissent être retenues à l'encontre de quiconque. Et donc, n'ayant plus d'actes d'investigation et d'actes à faire, elle considère que, sauf nouveaux éléments, ce dossier doit être clôturé. C'est malheureux pour la famille, évidemment, parce que ça veut dire que ils n'auront jamais la réponse, ils n'auront jamais la vérité, sachant qu'on peut rouvrir à tout moment avec une information, des éléments nouveaux, comme on dit. Ça, c'est possible, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Mais on peut pas demander à la justice ou à la police de garder sous le coude dans un bureau une affaire éternellement. Mais le 1er mars 2022 naît un nouvel espoir, avec la création d'une unité spéciale dans les crimes non résolus. Alors le groupe Cold Case, c'est une idée d'Éric Dupond-Moretti, ancien avocat et nouveau garde des Sceaux. L'idée sur le fond est bonne. On a réuni plusieurs magistrats plutôt chevronnés pour reprendre des vieux dossiers qui n'ont jamais été solutionnés judiciairement. C'est une aubaine pour la famille Audois parce que on va enfin se repencher sur ce dossier et peut-être, on a vu sur l'affaire Fourniret, peut-être que ça va donner quelque chose in fine. Moi, j'ai saisi le pôle le jour de son ouverture, à savoir le 1er mars 2022. Et assez rapidement, nous avons été reçus par le parquet Cold Case à Nanterre avec Annie Audois. Quand on a eu l'acceptation du dossier de Marie-Hélène, j'ai d'abord ressenti comme quoi on était des privilégiés. Parce que beaucoup de familles sont comme nous dans l'attente de la vérité. Et d'être choisis par ce pôle, j'ai compris combien il y en a d'autres qui allaient être peinés, que ça soit pas le dossier de leur enfant. L'enquête redémarre du côté de la justice, une enquête qui ne s'est jamais arrêtée pour Annie, qui peu de temps avant a fait une découverte qui pourrait bien tout faire basculer. Cette découverte, c'est la fameuse dent de lait de Marie-Hélène, celle qui traînait dans les affaires de Jacques et qui portait l'ADN de la disparue. La dent et surtout le fait qu'on ait pu en extraire son ADN avec des techniques récentes, elle représente beaucoup parce que aujourd'hui l'ADN de Marie-Hélène est dans les fichiers de la justice. On va pouvoir systématiquement demander la comparaison de l'ADN de Marie-Hélène avec tous les ossements ou tous les restes humains que nous pourrions retrouver pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de Marie-Hélène. 91, l'ADN, c'était de la science-fiction. Hein. Aujourd'hui, on sait ce que ça apporte aux enquêtes. Mais néanmoins, on en parlait déjà. Donc, à l'époque, on avait essayé de retrouver de l'ADN de Marie-Hélène. En vain, en fait, ça n'avait pas fonctionné. Ils avaient saisi des trucs, ça allait pas. Et puis, je pense qu'ils n'avaient pas le savoir-faire de toute façon à cette époque-là. Cette découverte est très importante parce qu'elle va permettre de comparer l'ADN de Marie-Hélène avec des ADN de corps qu'on a retrouvés sous X qui n'ont pas encore été identifiés. Reste une question. Et si la réponse au mystère Audois se trouvait tout simplement à une dizaine de kilomètres de Cagnes-sur-Mer, le point de départ de Marie-Hélène, le 21 mai 1991. En 2012, dans la ville de Vence, sont retrouvés des ossements, dont un crâne jamais authentifié. S'agirait-il des restes de Marie-Hélène? C'est la piste envisagée justement par le pôle Cold Case.
Alors sur ce crâne, on ne sait pas grand-chose. L'anatomie pourrait laisser penser qu'effectivement il s'agisse d'une jeune femme. Donc on a une ordonnance qui demande la comparaison ADN entre le crâne et l'ADN de Marie-Hélène. Grâce à la dent de Marie-Hélène, retrouvée par sa maman dans un tiroir, le dossier au doigt est rouvert. Il y a un service de la gendarmerie spécifique qui travaille sur ce dossier. De très nombreuses auditions ont été faites. C'est sûr que avoir un élément matériel comme le crâne et les circonstances de la découverte de ce crâne, si ça pouvait être Marie-Hélène, ça permettrait effectivement de fermer des dizaines d'autres portes et de se concentrer sur quelque chose de concret. Rebelote, tous les protagonistes de l'affaire au doigt vont être réinterrogés. Je suis très content qu'elle soit reprise, que le dossier soit réouvert. J'en suis très fier, très content et je me tiens à la disposition justement des enquêteurs actuels, s'ils ont besoin de mon aide. Il me semble possible qu'on résolve cette affaire, il faut garder l'espoir. Et je trouve que les moyens techniques modernes aujourd'hui, la célérité des enquêtes, le dynamisme des juges d'instruction, l'amélioration de la recherche de la preuve doit permettre d'y arriver. Il est impossible qu'on ne sache toujours rien. Quelqu'un peut parler. Ça donne de l'espoir, ça donne peut-être qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui peut apporter, sera un plus. Et j'espère sincèrement qu'on aura une avancée. Ça représente à la fois la peur d'apprendre le pire, mais aussi un espoir de savoir et d'être dans la réalité. Et au moins de fermer une porte importante. Fermer toutes les portes et pouvoir mettre fin à une quête de 33 ans qui a marqué tous ceux qui ont croisé la route d'Annie au doigt et de sa fille. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé la dernière lettre que Marie-Hélène avait écrite avant de disparaître. Elle était destinée à Karine, son amie de toujours. Vous voyez, c'est une lettre que j'ai pas vue depuis très longtemps. Beaucoup d'émotions. Je l'ai pas revue depuis si longtemps, donc c'est dur. Bichette, je commençais à m'inquiéter de ne pas avoir de tes nouvelles. Apparemment, tout va de mieux en mieux et tu t'éclates bien à LA. Tant mieux, je suis contente pour toi et surtout profites-en bien car tu es jeune et mignonne et on ne vit qu'une fois. Depuis que tu es partie, il s'est passé beaucoup de choses. Je ressors avec Steven et j'habite avec lui. Tu sais, tu dois rigoler. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. On s'est croisés, puis il m'a appelé plusieurs fois et finalement j'ai craqué. Je l'ai revu et j'ai replongé. Je ne sais pas pour combien de temps cette fois, mais de toute façon, il ne faut jamais prévoir. Donne-moi vite de tes nouvelles, take care et have a good time. Gros bisous Marie-Hélène. Ça me replonge bien des années. J'avais jamais revu cette lettre depuis si longtemps. Ce que je souhaite sincèrement pour Annie, c'est qu'on retrouve Marie-Hélène. Après, savoir ce qui s'est passé, de toute façon, ça changera rien. Mais au moins qu'ils puissent faire leur deuil. Moi, je souhaite à Madame Audois que l'on puisse découvrir une preuve de ce qui a pu arriver à Marie-Hélène Audois. Qu'elle puisse conclure, mettre une fin à l'histoire de sa fille. J'espère sincèrement, vraiment, profondément pour elle, qu'elle puisse savoir. Parce que elle dit toujours, je veux pas partir sans savoir. Dans des moments comme cela, c'est toute une famille qui est démolie. Donc, je ne voudrais pas partir en laissant à mes autres enfants ce fardeau d'avoir une sœur disparue. Pour moi, avoir la vérité, c'est beaucoup plus important qu'une décision de justice.
Pour moi, c'est ce qui est important, c'est qu'on puisse retrouver Marie-Hélène. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-Hélène Audoin. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire stupéfiante d'un fringant retraité au-dessus de tout soupçon qui va réussir pendant près de 2 ans à cacher son horrible crime, le meurtre de sa femme, Anne-Marie Ritchie. Avec moi, vous entendrez les voix de Nicole, la belle-fille d'Anne-Marie Ritchie, celle d'Olivier, son fils, celle du directeur d'enquête, de l'enquêteur, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. C'est la fin de l'été sur la paisible commune de Vernouillet dans les Yvelines. Lorsque la police est alertée par 2 promeneuses qui viennent de faire une terrifiante découverte. Une mère et sa fille se promènent dans un chemin pédestre vers Vernouillet. Mais là, ce qui attire leur regard, c'est qu'il y a des ossements et que ça ressemble évidemment à des ossements humains. Notamment, il y a un crâne. On arrive sur les lieux, il est 23h, 23h30, on est fin du mois d'août. C'est un chemin un petit peu isolé, on est au milieu de nulle part en fait. C'est un corps qui a été démembré, c'est un corps qui a été carbonisé. Heureusement, c'est pas quelque chose qu'on voit dans toutes les enquêtes. La victime de ce crime atroce s'appelle Anne-Marie Ritchie. C'est une adorable grand-mère portée disparue depuis maintenant 2 ans. À l'annonce de la terrible découverte, pour son compagnon qui la recherche, tout s'écroule. Philippe Marchand est un homme amoureux et qui n'attend qu'une seule chose, que sa femme revienne. C'est extrêmement dur à vivre pour lui. Ou plutôt c'est ce qu'il fait croire. Car en réalité, il sait mieux que personne que sa compagne n'est plus de ce monde. Et pour cause, c'est lui qui l'a tuée. Nous allons vous raconter l'histoire stupéfiante d'un fringant retraité au-dessus de tout soupçon. Philippe Marchand, il n'a pas du tout le profil d'un tueur ou d'un délinquant. Un incroyable manipulateur qui va réussir pendant 2 années à cacher son horrible crime. Philippe Marchand, ce n'est pas l'image du petit papy qui ne fait rien et qui regarde la télé, bien au contraire. C'est un véritable Don Juan. Il se comporte comme une espèce de Casanova des cartes vermeilles. Il a construit tout un scénario parce que obligatoirement on allait lui poser des questions. Quand j'ai su ce qu'il avait fait à ma mère, ils m'ont dit mais c'est un monstre. On peut pas aller au-delà de ce qui a été fait. Mais lui, il a encore été encore plus loin parce que lui, il l'a fait vivre. Tout commence à Boulogne-Billancourt, près de Paris, à une 30aine de kilomètres de Vernouillet. Ce 15 septembre 2017, Philippe Marchand rentre chez lui, à Béquille. Le retraité vient de passer 3 semaines à l'hôpital, mais à son retour, personne ne l'attend. Philippe Marchand vit en concubinage avec Anne-Marie Ritchie depuis un peu plus d'1 an et demi. Il a un bel appartement à Boulogne-Billancourt, dans le centre-ville. Philippe Marchand, il a une fracture du col du fémur et il a dû être hospitalisé pour ça. Il rentre chez lui et il s'aperçoit effectivement que sa compagne n'est plus au domicile. Philippe Marchand n'est pas étonné qu'Anne-Marie, sa compagne, ne soit pas là. Et il va fournir, à qui veut l'entendre, une explication à ce départ précipité. D'après ce qu'il explique, la dernière fois qu'il l'a vue remonte au 23 août. Ce soir-là, il y aurait eu une dispute tard dans la nuit, d'ailleurs vers 4 heures du matin. C'est elle qui l'a poussé, c'est elle qui l'a blessé, et c'est sans doute pour ça qu'elle a disparu. À un moment, elle le repousse, il tombe, et
et se fracture le col du fémur. Il appelle le SAMU. À partir de là, il va être opéré, hospitalisé. Il indique que Anne-Marie Ritchie est présente et que c'est elle qui aurait accueilli le personnel du SAMU. Seulement, toujours selon Philippe Marchand, c'est depuis cette banale dispute qui aurait mal tourné qu'Anne-Marie aurait pris la fuite. Philippe Marchand explique qu'il a quand même quelques échanges avec elle, en tout cas par SMS. Des échanges au cours desquels Anne-Marie Ritchie se dévalorise, se reproche à elle-même d'être partie. Voici l'un des messages qu'Anne-Marie aurait adressé à son compagnon après lui avoir cassé le col du fémur. Coucou mon cœur, j'ai trop honte et je n'ose pas te téléphoner. Pardonne-moi mon escapade prolongée, je me sens pas bien, besoin de décompresser. Celle-ci lui explique dans ses fameux textos qu'elle a trop honte de revenir. On comprend qu'Anne-Marie est une femme qui se sent terriblement coupable, car cet accident, finalement, selon le récit de Philippe, c'est de sa faute. Il présente des SMS que Anne-Marie lui a envoyés, où elle fait part de son grand mal-être, de son désarroi et de ce qu'elle se sent tellement mal qu'elle a besoin de fuir. Anne-Marie, elle va même envoyer un SMS à la fille de Philippe Marchand pour s'excuser finalement d'avoir disparu comme ça et de faire de la peine à son père. Coucou Jenny, excuse-moi pour le mal que j'ai fait à ton père. Et mon départ précipité depuis sa chute. Je n'avais pas toute ma tête, je t'embrasse fort. De son côté, Philippe Marchand répond au SMS d'Anne-Marie. Il lui explique qu'il est temps qu'elle revienne enfin à la maison et que, bon, finalement, il s'agit là que d'une dispute de couple qui, certes, n'aurait pas très bien tourné, mais en tout cas, il faut se pardonner. Seulement, le retraité a beau attendre le retour de sa moitié, Anne-Marie ne rentre toujours pas. Alors il va prévenir les autorités. Philippe Marchand explique qu'il a laissé quelques jours passer en attendant un éventuel retour. Ne la voyant toujours pas revenir, il a décidé de se rendre au commissariat pour effectuer une déclaration de disparition inquiétante. Il vient faire part de cette disparition, il dit qu'il est extrêmement inquiet. Il ne sait pas où elle est et il fait cette démarche pour que on la cherche, pour qu'on la trouve. Philippe Marchand est d'autant plus angoissé que la vie de sa compagne serait peut-être en danger. Philippe Marchand explique que sa concubine est donc bipolaire à tendance schizophrène. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des phases où elle est très heureuse, très expansive, et puis tout d'un coup des phases où elle est beaucoup plus renfermée. Madame Ritchie n'a pas pris avec elle son traitement, donc là aussi c'est une source d'inquiétude pour lui. Mais alors, où est Anne-Marie ? Pourquoi ne rentre-t-elle pas au domicile conjugal, malgré les multiples appels de détresse de son compagnon ? Pour son fils Olivier, qui vit en Vendée à 400 km de Paris, les déclarations de Philippe Marchand paraissent pour le moins louches. Et ma mère, elle était pas folle, elle était pas schizophrène, elle était pas, non, ma mère, c'est une personne normale. Sa famille, son frère, son fils, indiquent aux enquêteurs qu'elle n'a pas de pathologie psychiatrique. Donc ils sont l'un comme l'autre étonnés d'entendre que le compagnon, donc Philippe Marchand, évoque ce côté bipolaire. Quant au départ précipité d'Anne-Marie, lui aussi semble totalement invraisemblable. Anne-Marie est une femme retraitée d'un peu plus de 60 ans, une femme plutôt coquette, assez casanière, on lui connaît peu d'amis. Son profil ne correspond pas à une fugueuse. Ma mère était très jolie, oui. Très 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 jolie. Jamais à sortir, entre guillemets, négligée. Toujours tirée à quatre épingles. Elle a prévenu personne, elle n'a pas pris ses affaires. Anne-Marie, c'est quelqu'un de particulièrement actif sur les réseaux sociaux et qui ne manque pas de poster des photos presque de manière quotidienne. Sur les réseaux sociaux, on voyait plus rien non plus. On voyait plus de photos, on voyait plus rien. Tout le monde est unanime. L'attitude d'Anne-Marie n'est pas habituelle. Olivier, son fils, va même expliquer que ces derniers temps, sa mère n'avait pas l'air dans son assiette. La dernière fois que j'ai eu au téléphone, et là j'ai senti. La voix, c'était plus la même. C'était quelqu'un qui était complètement amorphe.
Il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que c'est pas sa voix d'avant. On voit qu'il y a des éléments qui ne collent pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans cette affaire. Pourquoi Anne-Marie, qui n'a pas du tout le caractère d'une aventurière, va partir comme ça, du jour au lendemain? Pourquoi elle ne donne plus aucune nouvelle sur Facebook, elle qui normalement est si active? Pourquoi est-ce qu'elle ne demande pas de nouvelles de son petit-fils? Son petit-fils, c'est la prunelle de ses yeux. Ce n'est absolument pas normal. Les proches ont un mauvais pressentiment. Pourtant, vous allez voir que Philippe Marchand va parvenir à les convaincre. Car le retraité serait l'un des plus grands comédiens que la justice ait connu. Un meurtrier diabolique qui va réussir à mener tout le monde en bateau. Philippe Marchand, il n'a pas du tout le profil d'un tueur ou d'un délinquant. Philippe Marchand, donc il habite Boulogne-Billancourt depuis de très nombreuses années. Il a occupé plusieurs emplois au cours de sa vie, dans l'industrie, dans l'ingénierie. Après une petite période de chômage, il est devenu taxi jusqu'à sa retraite. Philippe Marchand est quelqu'un qui est décrit par tout son entourage comme quelqu'un d'extrêmement gentil, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'attentionné. Non seulement le retraité semble être l'homme parfait, mais pour les proches d'Anne-Marie, Philippe Marchand semblait être également un homme providentiel. Anne-Marie, c'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Elle a eu un premier mari qui est décédé en se suicidant. À la mort de mon père, elle se remarie, le beau-père, il décède. Donc il a eu, je crois que c'est un AVC. Pas très longtemps après quand même, qu'elle soit mariée. Elle se remet avec quelqu'un, là, crise cardiaque. Pendant des années, Anne-Marie va collectionner les coups durs, comme si elle était poursuivie par le mauvais sort. Alors forcément, pour la veuve de 68 ans, Philippe Marchand, tout juste célibataire, était l'homme qu'elle n'attendait plus. La rencontre d'Anne-Marie et de Philippe se déroule en 2016 par l'intermédiaire d'un ami. D'un point de vue sentimental, pendant 30 ans, il est resté avec une femme. Il a d'ailleurs eu une fille. Puis au bout de 30 ans, en fait, le couple s'est séparé. Le début de la relation, c'est tout feu, tout flamme, hein. Il se présente vraiment, mais alors sous les traits d'un prince charmant, hein. C'est un homme plutôt séduisant, qui s'entretient, qui fait attention à lui. Il va plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, à la salle de sport. Il ne boit pas, sauf de manière tout à fait festive, il ne fume pas. Elle a des paillettes dans les yeux. Ces histoires d'amour précédentes ont été marquées du sceau du malheur. Donc voilà, elle se dit que enfin c'est sa chance et que ça arrive pour elle. Le fils d'Anne-Marie doit bien l'admettre. Après une vie de galère, sa mère semblait enfin avoir trouvé le bonheur. Elle parlait de lui. Elle disait, on est fiancés, on va se marier, on va aller en voyage de noces aux États-Unis. Pour moi, ils allaient bien ensemble, ils avaient à peu près le même âge, les mêmes activités. Donc pour moi, tout allait bien, quoi. De son côté, Philippe Marchand est formel. Lui aussi vivait une belle histoire d'amour. Philippe Marchand et Anne-Marie Richy se projettent véritablement dans une vie commune, envisagent de partir à Las Vegas pour se marier. C'est une période vraiment heureuse où ils sont bien tous les deux. Quand Philippe Marchand parle de sa relation avec Anne-Marie Richy, il ne fait pas part de problèmes particuliers. Il ne semble pas y avoir en tout cas de tension dans le couple. Il n'y a pas d'éléments qui paraissent plus alarmants que ça. A priori, Philippe Marchand n'aurait aucune raison de faire disparaître sa compagne. Et d'ailleurs, les premières investigations vont totalement le disculper, car Anne-Marie serait bel et bien vivante. Un des premiers éléments qu'ils vont vérifier, ce sont les mouvements sur les comptes bancaires. Effectivement, il y avait constamment des mouvements sur ces comptes bancaires. Il y a des retraits qui sont faits, il y a des dépenses qui sont faites, il y a même beaucoup de dépenses qui sont faites. Vu de l'extérieur, Anne-Marie, elle présente tous les signes vitaux. Il y a des SMS qui sont envoyés, qui sont reçus. Elle continue de percevoir sa pension de retraite. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter de son absence physique.
Tout laisse penser qu'Anne-Marie a délibérément quitté le domicile conjugal. Pour les enquêteurs, du coup, il n'y a pas vraiment d'affaire. Anne-Marie est majeure, vaccinée, elle semble être partie volontairement. Il n'y a pas lieu de déclencher un énorme plan afin de la retrouver, donc l'affaire en reste là. Cela fait maintenant 3 mois qu'Anne-Marie a disparu et toujours aucune nouvelle de la retraitée. Pourtant, Philippe Marchand semble garder espoir. Sa seule et unique mission, retrouver sa compagne. C'est en tout cas ce que tout le monde croit. Philippe Marchand, il maintient le lien, il envoie des SMS, il essaye de garder le contact avec Anne-Marie. Il est très présent et il appelle régulièrement aussi Anne-Marie. Il l'appelle au jour de l'an pour lui souhaiter une bonne année. Philippe Marchand s'ouvre aussi à ses amis de cette disparition. On se rend compte que Philippe est un homme amoureux et qui n'attend qu'une seule chose, que sa femme revienne. Elle vit toujours, Anne-Marie, en tout cas pour tout l'entourage. Elle est là, quelque part. On ne sait pas très bien où, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, mais peut-être qu'elle va revenir. Et peut-être qu'un jour, elle va sonner à la porte. Mais si Olivier, le fils d'Anne-Marie, ne s'alarme pas outre mesure, c'est aussi pour une autre raison. Car depuis le suicide de son père, il avait pris ses distances avec sa maman. Le père s'est suicidé, il a été infidèle, Anne-Marie le supportait pas, il s'est pendu parce qu'il comprenait que Anne-Marie allait le quitter. Et c'est Olivier qui a retrouvé son père pendu. Mon père, il avait un double emploi. Il travaillait à la RATP et le week-end, il était chauffeur de gare. Mais malheureusement, une fois, il a craqué et ma mère, elle l'a subi. Mon père, il se pend. Quand mon père meurt, j'étais en colère, déjà. J'étais en colère. Il y avait, à cette époque-là, à 14 ans, on comprend pas. Hein. On comprend pas. Je lui ai mis sur le dos, ça. Le suicide. J'en ai voulu. Olivier, il a été confié à ses grands-parents qui l'ont élevé. Rapidement, il est parti à l'armée. Et voilà, le lien s'est distendu. C'est ma mère, je l'aimais. Les contacts se passaient bien quand je l'avais au téléphone. Donc j'ai été la voir 2 fois, je crois. Mais c'est pareil, les grandes villes, c'est pas mon truc. Donc après, elle a vu mes enfants. Moi, j'avais des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je restais pas sans nouvelles. Je savais ce qu'elle faisait. Du côté de la famille d'Anne-Marie, on s'inquiète guère plus. En réalité, elle vit extrêmement loin du côté de la Vendée. Ils sont déjà habitués à ce genre de situation au cours de laquelle, finalement, Anne-Marie ne donnait pas de nouvelles. Cela paraît impensable, mais pendant plus de 2 ans, Anne-Marie va rester un fantôme, sans que personne ne réagisse. Il y a toujours personne qui a vu Anne-Marie. Il y a toujours personne qui lui a parlé. Il y a toujours personne qui l'a rencontrée. Son téléphone envoie des messages. Son compte bancaire fonctionne, mais elle est où, elle ? C'est vrai qu'au fil du temps, je me suis demandé pourquoi elle me rappelait pas, pourquoi j'avais pas de nouvelles, puisqu'elle avait mon numéro de téléphone. Et c'est vrai que je me suis posé la question. J'ai pas cherché plus loin, puisque je n'osais pas poser la question à Olivier. Jusqu'à présent, le plan de Philippe Marchand fonctionne à merveille. Seulement, vous allez voir qu'il va finir par voler en éclats. Et chose surprenante, c'est le retraité en personne qui va causer sa perte. 2 ans après la disparition d'Anne-Marie, Philippe Marchand se rend au commissariat de Boulogne-Billancourt. L'homme vient s'enquérir de l'avancée de l'enquête. Il vient retoquer à la porte du commissariat en disant « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne faites rien pour retrouver Anne-Marie Ritchie ?» Philippe Marchand va déclencher une machine infernale. En fait, il se jette dans la gueule du loup. Là, il se trouve qu'une nouvelle directrice est nommée, qu'elle va ressortir le dossier. La commissaire de police est embarrassée. Elle trouve que le compagnon éploré en fait trop, et cela risque bien de se retourner contre lui. Elle pressent quelque chose d'autre derrière. Elle a le sentiment qu'il y a des petites choses qui ne sont pas concordantes, qui vont l'alerter.
Jusque-là, personne n'avait relevé les zones d'ombre et les incohérences du retraité au-dessus de tout soupçon. Mais le capitaine Ruot, désormais en charge de l'enquête, va faire des découvertes fracassantes. Un certain nombre d'investigations, dès le début, nous font apparaître Philippe Marchand comme étant particulièrement suspect. En effet, si en façade Philippe Marchand affiche son désarroi depuis la disparition de sa femme, en coulisses il semble beaucoup moins affecté. La décision est prise par la PJ de mettre Philippe sur écoute pour essayer d'en savoir plus. Grâce à ces écoutes, en fait, on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout le même homme. Il parle d'Anne-Marie Ritchie en des termes extrêmement calomnieux. En réalité, il est d'un cynisme absolu. Il dit d'elle qu'elle avait des traits vieillis déjà à l'époque, alors il ne sait pas comment il va la retrouver 2 ans plus tard. Qu'il a bazardé toutes ses affaires à la Croix-Rouge. Voici un extrait d'une des conversations captées par les enquêteurs. Tu penses à Anne-Marie des fois ? Oh ben non, c'est fini. Physiquement, elle était déjà assez marquée. Tu sais, par an, il y a plus de 30 000 personnes qui disparaissent comme ça. Bon, elle, attention, c'était une chaudasse. En fonction de ses interlocuteurs, Philippe Marchand a des discours différents. Quand il est avec ses copains qui lui disent « Bah alors, Anne-Marie, Anne-Marie, on s'en fout. Et puis si elle revient, si elle revient, on verra bien. Mais de toute façon, j'en veux pas, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus. » En réalité, Philippe Marchand n'a pas du tout l'air affecté. Et pour cause. En fouillant dans sa vie privée, la policière va vite comprendre pourquoi l'homme n'a eu aucun mal à tourner la page. Car bien avant la disparition d'Anne-Marie, il collectionnait déjà les conquêtes. Philippe Marchand, ce n'est pas l'image du petit papy qui ne fait rien et qui regarde la télé, bien au contraire. Les enquêteurs découvrent une sorte de Casanova de Boulogne-Billancourt. Philippe Marchand, à l'aube de sa retraite, il a voulu en profiter. Il s'est dit que son heure était venue et il annonce la couleur à sa compagne et lui dit à compter de maintenant, voilà, je vais penser à moi, je souhaite avoir une vie sexuelle débridée, libre, sans entrave. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que c'est OK avec toi? Oui ou non? Elle, évidemment, elle tombe de l'armoire. Anne-Marie est tout à fait consciente de la situation. Elle est consciente qu'elle est une femme trompée. Il met même ces femmes en relation les unes avec les autres. Il passe le téléphone à Anne-Marie lorsqu'il y en a une autre au bout du fil en disant bah, « débrouillez-vous ». Et puis on verra qui pourra triompher et remporter le morceau. Et Anne-Marie, ça l'a fait souffrir énormément. J'allais dire, ça la rend dingue. Aussi fou que cela puisse paraître, à 65 ans, Philippe Marchand se comporte comme un coq dans une basse-cour. Et du coup, Anne-Marie multipliait les crises de jalousie. Voici l'un des messages que la compagne bafouée a envoyé sur les réseaux à une rivale normande dont elle a retrouvé la trace. À force d'espérer, on finit par se dessécher. Ou celui-ci encore plus explicite. La porte, c'est comme ta gueule. À défaut de la fermer, on peut la claquer. Anne-Marie Ritchie, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui effectivement, comme on dit, n'a pas la langue dans sa poche, c'est-à-dire que elle dit ce qu'elle pense, sans aucun filtre. Sur les réseaux sociaux, ces règlements de compte à hockey choral, la haine est féroce entre les deux femmes. Anne-Marie surnomme sa rivale amoureuse Miss Normandie et elle envoie des textos furieux à Philippe en lui disant par exemple « Je vais la buter ta grosse vache ». Anne-Marie exprime clairement sa colère. Cette femme, en fait, elle a pas de chance, quoi. Elle a le premier mari qui se suicide, le deuxième qui meurt d'un cancer. Et elle croyait, là, depuis 1 an et demi, avoir retrouvé un semblant de vie sociale, de vie de famille, une histoire d'amour. Et elle s'aperçoit finalement que c'était un leurre. Et donc oui, elle redescend de haut.
D'ailleurs, la dispute qui aurait précipité le départ d'Anne-Marie n'avait rien d'exceptionnel, car le couple était au bord de l'implosion. Alors on apprend qu'Anne-Marie Ritchie a déposé une main courante au commissariat en mai 2017 en indiquant que son compagnon, Philippe Marchand, l'a mise à la porte et qu'elle n'a nulle part où aller. C'est formidable pour lui. Elle lui fait son repassage, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle s'occupe de lui comme un pacha. Lorsque, aux yeux de Philippe Marchand, Anne-Marie Ritchie devient trop envahissante, trop exigeante, alors il s'en débarrasse. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Anne-Marie Ritchie. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment l'incroyable vérité va finir par éclater au grand jour. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans le second épisode consacré à l'affaire Anne-Marie Ritchie, vous allez découvrir comment l'incroyable vérité va finir par éclater au grand jour. Avec moi, vous entendrez les voix de Nicole, la belle-fille d'Anne-Marie Ritchie, celle d'Olivier, son fils, celle du directeur d'enquête, de l'enquêteur, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Cet extrait de la plainte qu'elle a déposée contre son compagnon 3 mois seulement avant sa disparition est particulièrement clair. Depuis 1 an et demi environ, je vis chez Monsieur Marchand, mon compagnon. Il a eu plusieurs aventures pendant notre relation. Il m'a dit qu'il reprenait les clés de chez lui et qu'il allait voir une amie. J'ai été sous le choc. Je viens de prendre une chambre d'hôtel à Boulogne. Philippe Marchand, lui, il dit « Mon couple marchait parfaitement bien, on s'entendait bien, on allait se marier à Las Vegas. » En réalité, le couple battait de l'aile sérieusement. Il avait foutu à la porte Manu Militari. Donc, on peut pas dire que ce soit la définition d'un couple en plein bonheur. C'est vraiment un personnage, plus on gratte, plus on le trouve antipathique en réalité. Non seulement la situation est loin d'être idyllique, mais en plus, selon les déclarations d'Anne-Marie, Philippe Marchand profiterait de son amour pour la rabaisser et se faire entretenir. Je vous précise que c'est moi qui réglais la quasi-totalité des dépenses, ainsi que les factures et les assurances. J'ajoute que Philippe me fait passer pour une malade mentale. Elle avait le cœur sur la main. Alors ma mère, elle avait un caractère. Quand elle était amoureuse de quelqu'un, quand elle avait quelqu'un dans la peau, c'était terrible. C'était terrible parce qu'elle donnait tout. Elle donnait sa chemise, elle donnait tout. Elle avait aucune limite. Suite à cette dispute, Anne-Marie et Philippe finiront par se réconcilier. Mais pour les enquêteurs, cela est louche. Alors, la compagne trompée aurait-elle fini par partir ? Ou l'insatiable séducteur se serait-il débarrassé d'une femme devenue trop gênante ? C'est en épluchant les comptes bancaires d'Anne-Marie que les policiers vont trouver la solution. Car depuis sa disparition, Philippe Marchand ne se contenterait pas de dénigrer sa compagne. On se rend compte que dès la sortie d'hospitalisation de Philippe Marchand, début octobre 2017, la carte bancaire d'Anne-Marie Ritchie vit. Et elle vit pourquoi ? Elle est utilisée par Philippe Marchand pour ses besoins personnels et éventuellement pour le besoin de ses conquêtes. Alors, il n'y avait pas une grosse retraite en tant que chauffeur de taxi, mais Anne-Marie avait une bonne retraite. Elle avait une retraite d'environ 2000 euros, 1900 et quelques euros. Et lui dépensait quasiment l'intégralité de la retraite d'Anne-Marie. Pendant 2 ans, il a dépensé plus de 30 000 euros. C'est-à-dire qu'il a financé son quotidien, son train de vie, même ses nouvelles conquêtes, restaurants, bouquets de fleurs, tout ça aux frais d'Anne-Marie. Il a continué à piller son compte bancaire comme on pille les tombes, finalement. Incroyable. Philippe Marchand dépouille les comptes de sa compagne disparue. Et il y a un autre élément qui l'accable. Souvenez-vous, selon le retraité, le 23 août 2017, Anne-Marie lui aurait brisé le col du fémur avant de prendre la fuite. Or, il y a un petit détail qui cloche.
Il appelle le SAMU et il explique que Anne-Marie était présente à l'arrivée du SAMU. Lui, il est embarqué à l'hôpital. Il donne cette version et les policiers vont vérifier l'appel du SAMU. Et quand on lui demande « Est-ce que vous êtes tout seul ?», il répond « Oui, c'est enregistré ». Lui, il nous dit que sa femme était là, et au SAMU, il dit qu'il était tout seul. Donc, il y a un problème. Pour les policiers, cela ne fait guère plus de doute. Anne-Marie ne serait plus de ce monde. Et Philippe Marchand aurait monté son départ de toutes pièces. Mais alors où est-elle ? Chose incroyable, c'est en faisant le rapprochement avec une autre affaire criminelle non résolue que les enquêteurs vont découvrir l'horrible vérité. En effet, une semaine après la disparition d'Anne-Marie Ritchie, un corps a été découvert à une trentaine de kilomètres de Boulogne. Suite à la déclaration de Philippe Marchand qui disait que sa femme était partie, pendant ce temps-là, en parallèle et sans qu'on le sache, la police judiciaire a découvert le 31 août en fin de journée un cadavre calciné à Vernouillet, au chemin des Poiriers. Seulement, pour les policiers, depuis 2 ans, impossible d'identifier qui est cette victime. Pendant 2 ans, il y a des investigations, beaucoup d'investigations qui sont menées pour essayer de raccrocher ce cadavre à quelque chose. Il n'y a rien qui sort, les enquêteurs, ils patinent. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de mettre un nom sur ce corps mutilé et ce corps en morceaux, mais ils n'y arrivent pas. La police judiciaire déboule au domicile de Philippe Marchand et ils vont profiter pour prendre une brosse à cheveux appartenant à Anne-Marie de façon à établir son profil génétique. On saisit des objets qui appartiennent à la personne disparue. On en extrait systématiquement l'ADN pour l'envoyer au fichier national des empreintes génétiques. Et là, surprise. L'ADN va matcher entre la découverte des restes humains de Vernouillet et le cheveu qui appartient à Anne-Marie Ritchie. Donc, on sait à cet instant précis que le cadavre calciné de Vernouillet, c'est le cadavre d'Anne-Marie Ritchie. Maintenant, on sait qu'Anne-Marie Ritchie, elle est morte. Et que l'idée de ce qu'elle est là, quelque part, elle continue à communiquer, c'est une idée fausse, c'est un mensonge. Ce qu'on comprend, c'est que Philippe Marchand, c'est un menteur. Voilà, celui qui a berné tout le monde, qui tire les ficelles, qui raconte des histoires et qui joue au conjoint éploré, c'est celui qui a tué. Déjà bouleversé par le suicide de son père, Olivier, le fils d'Anne-Marie, apprend que les 2 années de fugue et de silence radio de sa mère cacheraient en réalité un meurtre. Je rentrais du travail et la voiture gendarmerie était garée le long de la maison. Je rentre dans ma cour, et voilà. Monsieur Cambrai, oui. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Cambrai, oui, vous connaissez Madame Ritchie? Je dis, oui, c'est ma mère. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle a été assassinée. Et quoi? Elle a été assassinée. Quand la gendarmerie vient et me dit ça, j'y ai pas cru. Honnêtement, j'y ai pas cru. Je dis, non, mais ils se sont trompés, c'est pas possible. J'ai même pas compris ce qu'on me disait. J'ai mis pas loin de 3 à 4 heures avant de réaliser ce qu'on venait de me dire. Et là, on prend une grande claque, On est seul au monde, Et comme si cela ne suffisait pas, le fils unique découvre qu'Anne-Marie a été tuée dans des conditions particulièrement abominables. Elle a été découpée. Elle a été carbonisée. J'ai vu les photos, Je les ai vues, les photos, de l'autopsie. Des images d'autopsie. Quand j'ai eu le cercueil de ma mère, qu'est-ce que vous croyez que je pense qu'il y a dedans? Je lui ai remis son humanité. Je lui ai mis une photo. Les gens, ils voient pas ça. Ils n'ont pas vu ça. Ils l'ont pas vu. Mais moi, je l'ai vu, ça. Et je souhaite à personne de voir ça.
Alors, pourquoi Philippe Marchand aurait-il commis ce crime atroce? Désormais, le retraité va devoir s'expliquer. Le 16 octobre 2019, 2 ans après la mort d'Anne-Marie, le capitaine Ruot et ses hommes se présentent au domicile de Philippe Marchand pour le placer en garde à vue. Et dans un premier temps, l'homme va continuer à jouer les innocents. On sonne à la porte, on se présente. Il est un petit peu désarçonné. Les premières auditions réalisées dans le cours de sa garde à vue, Philippe Marchand, il reste sur sa position. C'est-à-dire qu'il met en avant la fugue. Il insiste énormément sur la supposée pathologie d'Anne-Marie Ritchie. On le confronte petit à petit aux éléments de la procédure. Plus les éléments s'amoncellent devant lui au cours de l'audition, plus on le sent chancelant. À ce moment-là, il se tourne vers moi. Il indique aux policiers enquêteurs qu'il souhaite arrêter, qu'il ne signera pas le PV, que tout ce qu'il a dit avant, faut le mettre au panier. Il va demander une pause après la deuxième audition parce qu'il a bien compris que les policiers avaient des billes, hein, comme on dit, et qu'il était cuit. Acculé, dès la reprise de son interrogatoire, Philippe Marchand craque. Et il explique qu'il a donné la mort à Anne-Marie Ritchie, sa compagne, par strangulation. Et voici comment, en cette fin d'été 2017, le retraité aurait basculé dans l'horreur. Un récit effrayant qui le ferait presque passer pour une victime. Il explique que tout a commencé le matin du 22 août. Il y a eu une dispute conjugale. Selon lui, Anne-Marie était démente. Elle est consciente qu'elle est une femme trompée. Elle a commencé à crier « je vais toutes les tuer » et une empoignade a suivi. Il va donc expliquer qu'elle s'en prend physiquement à lui et qu'elle le saisit au cou. Là va s'en suivre une espèce de combat, si on peut dire. Enfin, l'un l'autre, ils vont finir par tomber au sol. Anne-Marie Ritchie va tomber en arrière. Lui va tomber donc sur elle. Il va saisir Anne-Marie par le cou pour la faire taire, dira-t-il. Et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte que, en fait, il vient de tuer sa femme. Il a ces paroles qui sont absolument glaçantes. Il dit qu'elle aurait abdiqué, qu'elle se serait presque abandonnée à la mort qu'elle sentait venir, comme si ça la soulageait. C'est de sa faute à elle. Hein. Lui, il a juste, en vrai, quand il l'a étranglé, elle lui disait merci, parce que au moins il l'avait libéré. Il l'avait libéré. C'est ce qu'il dit, sans une once de remords ou quoi que ce soit. Hein. Il vous dit droit dans les yeux, je l'ai fait, mais c'était pour lui rendre service. Le corps sans vie de sa compagne gît dans le couloir de l'appartement. Et plutôt que d'appeler les autorités, Philippe Marchand aurait alors pris une décision qui fait froid dans le dos. Comme il dit, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est ou je la fais disparaître, ou j'appelle la police. Mais si j'appelle la police, voilà, c'est fini. Puis on bascule dans l'horreur. Il a donc dans l'idée de démembrer le corps d'Anne-Marie Ritchie, de mettre les morceaux de son corps dans les sacs de gravats. Il va quand même pousser le vice avec des ciseaux à lui couper les extrémités des doigts pour rendre la prise d'empreinte digitale impossible. Et il pense également à lui détruire toutes les dents une à une à coups de marteau pour qu'on ne puisse pas faire de rapprochement via une empreinte dentaire. Tout ce qui pouvait être identifiable, il lui a enlevé. Son crâne, il lui a défoncé la mâchoire. Il n'y a plus de mâchoire, il n'y a plus rien. Je peux même pas dire, je vais essayer d'y remettre un visage sur son crâne, ça n'existe pas. Il n'y en a plus. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Il manque la moitié de son corps là-dedans. Il reste rien. Voilà ce qu'il a fait. Comble de la cruauté, c'est avec l'argent d'Anne-Marie que Philippe Marchand va se débarrasser de son cadavre. Il va acheter des sacs poubelles. Il fait payer à Anne-Marie les sacs poubelles parce qu'il se sert de sa carte bleue à elle pour acheter les produits détergents et les sacs qui lui serviront de linceul. C'est elle qui paye la note.
Ensuite, Philippe Marchand aurait décidé de jeter les restes du corps d'Anne-Marie, comme on jetterait de vulgaires déchets. Il descend les sacs dans sa voiture, dans son véhicule. Il a dit, j'ai mis les trucs dans mon coffre. C'est comme ça qu'il a voyé, comme un truc. Il va prendre la route et de nuit et il va rouler un long moment puisqu'il va rouler à peu près 50 minutes et à un moment donné il va apercevoir un chemin isolé un peu dans les bois, dans la forêt. Ce petit chemin, il a rien de bucolique. C'est un petit chemin qui est en réalité une décharge à ciel ouvert. Il va décider donc de déposer les sacs contenant le corps d'Anne-Marie Ritchie à cet endroit-là, et puis il va mettre le feu. Jusque-là, le macabre plan de Philippe Marchand se déroule sans accroc. Mais l'homme va commettre une erreur qui va lui coûter très cher. Il a mis le feu. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est le retour de flamme. Une réaction chimique, hein, quand on craque une allumette et qu'on vient d'asperger l'endroit d'essence, forcément ça fait comme une explosion. Et du coup, il tombe à la renverse. Il a reculé précipitamment pour pas s'embraser. Et c'est là qu'il va se casser le col du fémur. Voici ce que Philippe Marchand raconte. Il faisait nuit. C'est là que j'ai glissé sur un rocher. Je suis tombé et je me suis cassé le col du fémur. Je me suis traîné jusqu'au véhicule en laissant ma jambe raide. Et j'ai réussi à conduire tout doucement, à 50 km/h. Du coup, après avoir fait cette sombre besogne, il va être obligé de ramper jusqu'à sa voiture et de rentrer certainement dans des souffrances assez abominables jusqu'à son domicile. C'est même incroyable qu'il ait réussi à conduire sa voiture. Il y a quand même une quarantaine de kilomètres pour rentrer de Vernouillet. Il a réussi. Il a réussi à mettre sa voiture au parking, il était au 2e sous-sol, reprendre l'ascenseur, appuyer sur le bouton de son étage, rentrer chez lui, et c'est là qu'il appelle le SAMU. C'est durant sa convalescence que Philippe Marchand aurait eu une idée pour cacher son crime. Faire croire qu'Anne-Marie était partie de son plein gré. Mais là encore, le manipulateur a un problème, car il est cloué sur son lit d'hôpital. Il y a une scène surréaliste dans ce dossier, c'est qu'il gamberge sur son lit d'hôpital avec son fémur cassé, et il se dit, je vais utiliser le téléphone d'Anne-Marie pour faire croire qu'elle est toujours vivante. Sauf que le téléphone, il est resté à la maison. Il va faire une fugue de l'hôpital, sans rien dire à personne, avec des béquilles, et il va rentrer jusqu'à chez lui, récupérer le téléphone d'Anne-Marie. Il retourne à l'hôpital et c'est de l'hôpital qui va, avec la main gauche qui est son téléphone à lui, avec la main droite son téléphone à elle, et il se parle à lui-même en faisant croire que c'est un dialogue avec Anne-Marie. Tout ce qu'il fait, oui, c'est machiavélique, oui. Quand j'ai su ce qu'il avait fait à ma mère, on voit un petit papy, un papy qui est dans la rue avec ses petits-enfants, et on dit, mais c'est un monstre. C'est un monstre. On peut pas aller au-delà de ce qui a été fait. Mais lui, il a encore été encore plus loin. Parce que lui, il l'a fait vivre. C'est un cauchemar. Des fois, la nuit, je vois des images, c'est une horreur. C'est une horreur. Je comprends pas. Pour moi, c'est horrible. À l'issue de sa garde à vue, Philippe Marchand est mis en examen pour meurtre. Reste une question. Comment le retraité a-t-il pu commettre des actes d'une telle cruauté sans la moindre émotion? On veut comprendre comment est-ce qu'il est possible d'aller aussi loin dans l'horreur. Enfin, faut être capable, hein. Je veux dire, il faut être capable non seulement d'étrangler quelqu'un, mais en plus de se lancer dans une boucherie pareille. Qui peut faire ça? Comment on peut faire ça, quoi? Comment est-ce qu'on peut... les légistes disaient, mais les étudiants en médecine, ils tombent dans les pommes. Enfin, vous voyez, c'est un truc qui est insoutenable. Aucun problème. Aussi fou que cela puisse paraître,
Selon les experts, Philippe Marchand serait un retraité, tristement banal, qui n'aurait rien d'un monstre sanguinaire. Alors les experts psychiatriques et psychologues, d'ailleurs tous les experts unanimement diront que Philippe Marchand est tout à fait responsable pénalement, d'abord parce qu'il ne présente aucune pathologie, il n'est absolument pas fou, c'est un homme tout à fait ce qu'il y a de normal et d'ordinaire, on va dire d'ordinaire. On avait un petit monsieur tout le monde, un petit séducteur propre sur lui, un petit chauffeur de taxi à la retraite qui pourrait être notre voisin de palier, un oncle ou un cousin, un collègue de travail. C'est un monsieur tout le monde qui bascule dans l'horreur la plus absolue. Le 6 mars 2023, aux Assises de Versailles, s'ouvre le procès de Philippe Marchand. 6 ans après la disparition d'Anne-Marie, la famille attend des explications, mais le retraité de 70 ans va camper sur ses positions. Du côté des parties civiles, au-delà des raisons pour lesquelles Anne-Marie a été tuée, c'est au moins des regrets à minima qu'ils attendent de cet homme qui dorénavant est jugé par la cour d'assises de Versailles. Ils auront bien tort d'attendre car il n'en formulera aucun. Pour lui, je suis un peu comme ça, comme ma mère, inexistant. Donc il s'en foutait complètement. Hein. Il s'en foutait. Il a dit ce qu'il avait envie de dire, et ce qu'il l'a arrangé de dire. Alors qu'il l'a tué, découpé et incendié, en fait, la seule fautive pour lui, c'est Anne-Marie. Anne-Marie qui n'a pas souhaité se soigner, Anne-Marie qui l'a poussé à bout, et Anne-Marie qui a essayé de l'étrangler, en somme. Pire encore, alors qu'il est interrogé sur le déroulement de son crime, Philippe Marchand va faire preuve d'une indécence insensée. Comment avez-vous allumé le feu? Comment j'ai allumé le feu? Ça me fait penser à Johnny Hallyday. J'ai arrosé les sacs et les pneus. Après, j'ai enflammé un papier que j'ai jeté. Il est capable de faire des remarques qui sont mais absolument déconcertantes. C'est-à-dire que il parle de la chanson de Johnny Hallyday, Allumer le feu, lorsque il raconte qu'il a mis le feu à la dépouille et au corps démembré de sa compagne. Il fait des blagues. C'est absolument hallucinant. C'est une réaction qui est totalement inappropriée eu égard aux circonstances et qui m'a complètement abasourdi. Oui. Face à la désinvolture de l'accusé, après 4 jours de débat, le verdict tombe. Et le verdict, c'est 25 ans. 25 ans de réclusion criminelle. Voilà, il attendait la sanction, elle devait tomber, il le savait, et pour lui, c'est légitime. Philippe Marchand ne fera pas appel de sa condamnation. Le meurtrier d'Anne-Marie semble imperturbable. Olivier, lui, est rongé par les remords. Loin de la région parisienne, le fils de la victime a le terrible sentiment d'avoir abandonné sa mère à son triste sort. Je l'ai laissé tomber. C'est ça le problème. Mon problème aussi est là, moi. Évidemment que je l'ai laissé tomber, ma mère. J'aurais bien voulu lui dire que je l'aimais, surtout. Maintenant, je vis avec, et puis c'est tout. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Olivier, quand il va au cimetière, il parle à sa maman. Il parle à sa maman. Je pense qu'il vit de ce qu'il a sur le cœur. Ce qu'il n'a pas pu lui dire de son vivant, il lui dit au cimetière. Ce qui est dur aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir insisté pour réunir une famille, quoi. C'est vrai que Olivier, il était fils unique, mais j'aurais tellement aimé qu'il ait pu avoir sa maman à côté de lui. Je pense que ça l'aurait rendu heureux. Et j'ai mal pour lui, pour ce qu'il n'a pas vécu. Mais malheureusement, moi, je l'oublie pas. Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui me fait rappeler ça. Tout le temps. Et c'est dans ma vie, et puis maintenant, ça sera dans ma vie jusqu'à la fin jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Anne-Marie Ritchie. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.